Voilà. Et nous voilà en direct. Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire ce soir où j'ai l'honneur, plaisir d'animer ce webinaire avec Agnès Grisard. Bonsoir Agnès. Merci Serge de m'avoir invité. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et ce soir, nous allons aborder le sujet « Comment doper la performance des équipes et des leaders par la relation ». Voilà, donc vous êtes en train de vous connecter, donc on va attendre quelques instants pour que vous puissiez vous connecter. Donc, bonsoir Elisabeth, bonsoir Marco, bonsoir Bruno, bonsoir Thierry, un certain nombre que je connais, bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Bonsoir Shirley qui était aussi présente. On a notre fantôme dans les coulisses qui fait Voilà. que techniquement, nous sommes bordés et c'est très important. Grâce à qui nous pouvons animer ce webinaire de façon correcte. Bonsoir Franck, bonsoir Antonio. Bonsoir Damien, il y a un certain nombre que je connais. Bonsoir Jean-Christophe. Bonjour Jérôme. Eh bien, dis donc, on vous laisse un peu vous déconnecter. Il y a beaucoup de monde qui ont été très intéressés par ce webinaire ce soir et j'en suis très ravi que vous intéressez également à la performance des équipes et des leaders. Et je pense qu'Agnès va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Bonsoir Marie-Béatrice également. Donc, ça fait plaisir d'avoir tout ce beau monde. On va attendre encore une petite minute. Bonsoir Quentin. Mon cher Quentin. Bonsoir Stéphane. Eh ben, c'est bien, tout le monde se connecte. J'en suis ravi. Bonsoir Jean-Alain. Bien, écoutez, sur ce, je vous propose de démarrer ce webinaire en vous expliquant dans un premier temps le fonctionnement de la plateforme Livestorm. Et ensuite, je vous présenterai Valumen et également Agnès se présentera également. Et puis, nous aborderons le sujet directement sur cette présentation. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, pour ça, sur le fonctionnement, donc vous voyez le chat où les gens continuent à arriver au fur et à mesure. Et vous aurez toute l'opportunité de pouvoir poser des questions. Donc, en bas à droite du site, vous avez l'onglet « Questions ». Et là, n'hésitez pas à poser des questions pendant que nous allons intervenir. Et j'afficherai les questions directement pour que vous puissiez la voir. Et Agnès aura le plaisir de pouvoir y répondre. J'essaierai, hein, je verrai selon les questions, je ne garantis rien. Alors moi, je vais me présenter. Donc, je suis directeur de mission au sein du cabinet Valumen. Moi, j'ai effectué tout mon parcours professionnel. Alors, juste pour mes mots, pour les personnes qui ne te connaisseraient pas, il y a une petite étiquette qui dit que tu t'appelles Nicolas Doucerin, mais moi, je sais que ce n'est pas le cas. Voilà, alors moi, je ne m'appelle pas Nicolas Doucerin. Nicolas Doucerin est le fondateur du cabinet Valumen. J'utilise bien évidemment ces accès pour pouvoir présenter ce webinaire. C'est pour ça qu'en bas à droite, vous voyez Nicolas Doucerin, mais moi, je m'appelle Serge Henry. Voilà, donc et je me présente à vous. Donc moi, je suis ingénieur de formation. J'ai complété par un exécutif MBA récent. Et j'ai effectué toute ma carrière dans le monde de l'industrie et du service, dans des grands groupes et dans des filiales de grands groupes à travers différents secteurs industriels où ma prédominance était d'accompagner les entreprises dans leur croissance, dans leur développement, avec mes équipes, en essayant d'être le plus performant avec mes équipes. Ça, on va en discuter.
tout en les pilotant, en le faisant progresser. Et puis, mon engagement, ça a toujours été la fidélisation de ces équipes. Et récemment, j'ai rejoint donc le cabinet Valumène pour accompagner les dirigeants via le management de transition dans les phases pour accompagner donc les entreprises. Moi, je suis plutôt orienté industrie pour accompagner les dirigeants dans leur transformation, leur changement. Aujourd'hui, on voit bien que ça évolue très vite et il faut les accompagner. C'est pour ça qu'on accompagne avec nos managers de transition. Et Agnès, je te laisse te présenter. Voilà, c'est quand même... Alors, on a un point commun, c'est que j'ai aussi une formation d'ingénieur au départ. Et puis, à mi-parcours, j'ai basculé de l'autre côté de la force. J'ai envie de me présenter avec 4 images. Une première image qui est celle d'un cerveau. Voilà, donc je travaille avec des ressources issues des neurosciences. Une deuxième image qui serait un picto de silhouette. Je travaille avec tout ce que notre corps et ce qu'on peut faire avec notre corps, et notamment avec notre voix, peut nous amener. Et c'est très complémentaire. Une troisième image, celle d'un puzzle avec des pièces en vrac, pour symboliser la complexité. Et puis les tentatives parfois de mettre les pièces dans l'ordre. Et une quatrième image, une map monde, puisque je travaille avec des équipes internationales, et donc je travaille en français et en anglais au quotidien. Et juste avant ce webinaire, j'étais en discussion avec un père, coach professionnel également, à Rio de Janeiro. Voilà. Donc je voyage beaucoup grâce à ces outils virtuels. Tout en portugais, je suppose, ou en brésilien. Ah, en anglais. Très bien. Écoutez, sur ces belles images, merci beaucoup Agnès. Mais on va continuer à échanger sans aucun problème. Moi, je veux vous présenter pour certains d'entre vous le cabinet Valumène. Alors, le cabinet Valumène a été créé le 6 mars 2020 par Nicolas Doucerin, et le nom Valumène est la fusion de deux mots, on va dire, la valeur et l'humain. Voilà. Donc, c'est quand même le fondement de la société, l'humain comme une vraie valeur. Nous faisons du management de transition, nous avons des femmes et des hommes qui travaillent au sein des entreprises. Et puis, autour d'une équipe aujourd'hui qui n'arrête pas de grandir au sein du cabinet, avec une forte volonté et la motivation que nous donne Nicolas sur l'énergie, l'agilité et toujours avec cet esprit humain. Voilà, donc, et aujourd'hui, l'offre, nous avons quand même 3 offres qui sont complémentaires quand même. La première, qui est la base du cabinet, c'est le management de transition. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 50 managers, hommes et femmes, en mission actuellement en France, sur différents métiers, je vais venir. Nous avons également, à la demande de nos clients, nous faisons de l'executive search sur un certain nombre de périmètres, sur les comités de direction, sur les comités exécutifs. Et on a une autre offre également, qui est également complémentaire, qui est très importante, sur les relations au niveau du comité de direction et du comité exécutif. Ce sont autour de séminaires de direction. Voilà, donc c'est vraiment centré sur l'accompagnement et sur la transformation des entreprises et des organisations. À cela s'ajoute la régionalisation et la nationalisation de l'ensemble de nos prestations. On est bien sûr très présent dans nos missions en Île-de-France. Nos locaux sont basés à Boulogne-Billancourt et nous avons beaucoup de sièges sociaux avec lesquels nous travaillons. C'est pour ça que nous avons beaucoup de missions actuellement en région Île-de-France. Mais le développement est très fort également dans la région ouest, grâce à notre directrice Michel Lédet, et également dans le nord de la France, où on s'aperçoit que les demandes sont de plus en plus importantes, avec quand même 9% des missions
et qui n'arrête pas d'augmenter. Et également dans le sud, dans le sud-ouest et sud-est, où on a une représentation assez forte et qui devient de plus en plus importante. Sans oublier, bien sûr, l'est de la France, où nous sommes présents. Et on s'aperçoit que dans le métier du management de transition, on essaie d'avoir une parité, mais on a 21% de femmes et 79% d'hommes. À cela s'ajoutent nos partenaires, donc avec lesquels nous avons des liens forts en ce moment. Openwork, qui est une société de portage qui accompagne également nos managers de transition. Le cabinet conseil avec lequel nous travaillons, Sitwell, spécialisé dans le monde de la supply chain, et Zalis, plutôt spécialisé dans les entreprises qui sont en forte mutation. À cela s'ajoute aussi nos engagements associatifs, l'Institut Imagine, plus orienté sur la recherche et la santé. On accompagne également Julien Renaud dans ses exploits sportifs, dans des monts, dans l'Himalaya à plus de 8000 mètres, des triathlons, des ultra-trails à n'en plus finir. Nous avons également, où Nicolas Doucerin est également le parrain de Second Souffle pour accompagner les futurs chefs d'entreprise en entrepreneuriat. Et puis, nous avons également tout ce qui est, on peut s'abonner aux initiatives RSE grâce à notre engagement avec la société NOS. Voilà au sein du cabinet Valumène. Mais avant toute chose, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est comment doper la performance des équipes et des leaders par la relation. Et merci Agnès d'avoir signé présent pour nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Et je te laisse la parole, mais n'hésitez surtout pas à toutes et tous à poser vos questions dans l'onglet en bas à droite. Voilà, écoute, merci Serge. C'est intéressant de voir que dans la façon dont je travaille, j'ai également 3 offres autour de cette question de la performance par la relation. Donc une offre auprès des équipes, et c'est là qu'on va plonger ensemble ce soir. Une offre auprès des dirigeants, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Voilà. Et parfois, certaines rencontres sont intenses, denses, nourrissantes, impactantes. Hein, donc, c'est la raison de ma présence ici ce soir à tes côtés. Et puis, j'ai également une offre auprès des coachs, puisque je suis également formée à la supervision des coachs, et certains de mes comparses sont parmi l'auditoire. Merci à vous d'être ici ce soir. Et je vais même aller plus loin. Bravo d'avoir choisi d'être ici. Vous aviez certainement plein d'options, et c'est celle-ci que vous avez retenue. Alors, je vais vous proposer un premier tour de salle, même si on n'est pas vraiment dans une salle, sous la forme d'un chat bombing. Donc, vous envoyez vos réponses dans le chat à toute vitesse. Un mot sur votre état d'esprit ici et maintenant. À vous. Je peux participer, Agnès ? Ah bah bien sûr, fais-toi plaisir. Voilà, donc ça, c'est une petite stratégie que vous expérimentez avec nous et que, évidemment, vous pouvez réutiliser. OpenMind. Alors, le chat, donc de la bienveillance, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, attentif, curieux, heureux, de la présence, de l'enthousiasme, de l'écoute, de la positivité, de la sérénité. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Eh bien, c'est pas mal quand même d'être dans cette ambiance tous ensemble déjà. Hein ? C'est intéressant de voir tous ces réponses que vous nous donnez. Voilà. Alors, deuxième sondage, là, pour le coup. Là, dans l'instant, sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que vous estimez votre niveau d'attention à être ici et maintenant dans cet événement ?
versus une partie de votre cerveau qui est captée ailleurs. Donc là, vous cliquez sur la note qui correspond à l'instant pour vous et ensuite vous cliquez sur soumettre le vote. Oui, il faut cliquer sur le mot sondage. Il y en a plein qui utilisent le chat. Merci. Ah, il faut... Merci de cette précision. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont 40% pour l'instant, 8 sur 10, 24%, 9 sur 10. On peut dire que 10 sur 10. En total, je pense que... merci pour les réponses. Tu les vois, Agnès, les Non, je ne les réponses? vois pas, mais tu les sonorises, donc ça me va. Alors, j'aimerais bien l'afficher, mais je ne sais pas. Voilà. Alors, Donc, en fait, partageant de ton façon écran, globale, entre 8 sur 10 et 10 sur 10, il y a quand même pourtant 60% des personnes qui ont répondu entre 8 et 10. ok. Il y a quand même allez, 8% de 5, d'accord, et 12% de 10, et 12% de 6. Donc, quand même, une 40% entre 5 et 7, et 60% entre 8 et 10. Donc, c'est un très beau score. Donc, les gens sont attentionnés. Alors, les C'est ça. gens sont dans l'attention majoritairement. Peut-être c'est un indicateur que vous pouvez garder pour vous-même au long de ce webinaire parce que l'attention est fluctuante. Et c'est une façon d'être conscient de ce qui se passe et de là où notre esprit est ou n'est pas. Alors, j'avance sur la diapo. On plonge? Allez, c'est Prêt? parti. Je te laisse la main. Mais je poserai des questions, tu me connais. Avec plaisir. Donc là, quatre points. Premier point sur tenter de définir ce qu'est une équipe hautement performante. Un deuxième point, à quoi ça sert? Donc là, je vais donner des éclairages avec des cas clients concrets. Un troisième point sur les points de vigilance quand on achète du coaching. Voilà, les étapes à ne pas rater. Et puis, la plus grande partie, je dirais, celle des questions-réponses, puisque si nous sommes là, c'est surtout pour vous. Hop! Alors, une équipe hautement performante, ça ressemble à quoi? Alors, peut-être avant de rentrer dans équipe hautement performante, on va parler d'équipe ou de système. Alors, un système, c'est quoi? C'est différent d'une équipe. Et ce serait vers quoi il serait intéressant de tendre pour avoir de la performance. Un système, c'est un groupe d'entités qui sont indépendantes et qui pour autant sont unies par une identité collective ou un objectif commun. Donc là, par exemple, dans l'expérience que nous vivons ensemble, nous sommes plutôt arrivés comme des êtres indépendants et puis nous sommes en train de nous diriger vers quelque chose autour d'un intérêt commun pour le sujet du webinaire. Donc ça, c'est une première définition d'un système. Et un système est aussi caractérisé par le fait qu'il est organisé autour de l'encouragement, la régulation et l'attention au bien-être de ses membres. Alors, ceci étant posé, le challenge, c'est comment passer d'une équipe, donc une constellation de personnes qui sont là, à un système, voire même à un système hautement performant. Alors, ce qui définit un système hautement performant, alors il y a plein de définitions diverses et variées, et j'ai fait ma compilation qui est à la fois à partir des sources de lecture et puis à partir de mon expérience. Donc, un des éléments clés d'un système hautement performant, c'est une identité collective, des objectifs communs. Si on n'a pas un truc à faire ensemble, on peut passer un bon moment, mais on ne va pas dire qu'on est un système et encore moins hautement performant. Un autre élément qui parfois est complètement passé sous silence ou on passe à côté, c'est
d'avoir des processus efficaces, des façons de travailler ensemble qui sont fonctionnelles. Troisième élément, c'est le pouvoir de prendre des décisions. Si vous imaginez des situations, et probablement vous en avez tous dans votre banque de données mémoire, une situation où vous avez quelque chose à faire, vous avez une responsabilité, mais vous n'avez pas le niveau de prise de décision correspondant. Ça, c'est un écueil que je retrouve souvent dans les équipes. Un autre élément, alors qui n'est pas, je vois que ce n'est pas sur le diagramme, et pour autant c'est extrêmement important, c'est la volonté de prendre le changement à bras le corps. C'est « embrace change ». En français, c'est une traduction un peu à rallonge. C'est vraiment aller vers le changement d'une façon consciente et choisie pour nourrir ce système. Autre point clé, c'est d'avoir des rôles clairs. Qui fait quoi? Comment les différentes parties, les différentes étapes d'un processus sont distribuées. Le skillful communication, c'est aussi quelque chose une expression que je préfère en anglais et en français. Alors en français, la meilleure traduction à ce stade, et peut-être vous aurez d'autres idées, c'est de la dextérité dans la communication. C'est une communication qui est compétente, qui est adroite. Alors ça se nourrit de quoi? Il y a plusieurs ingrédients, notamment celui de l'intelligence émotionnelle, d'être capable d'être connecté à ses propres émotions dans l'instant et aux émotions de l'autre, si on est dans une relation, et aux émotions d'un groupe, si on est dans une équipe ou un système. Il y a aussi la question de créer des conditions d'une confiance mutuelle. Et ça ne se décrète pas, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et puis de l'ouverture. Il y a de l'ouverture d'esprit qui a été mentionnée tout à l'heure dans les éléments avec lesquels vous êtes arrivés dans ce webinaire. C'est bien ça dont il s'agit. Autre ingrédient des systèmes hautement performants, ce sont des relations à maturité. Alors ça, c'est pareil, c'est un grand tiroir dans lequel il y a beaucoup de choses. Dans la maturité des relations, les éléments qui sont pas mal mentionnés, c'est la question de la diversité. C'est très fortement exprimé aujourd'hui. La capacité à aller rechercher de la clarté. La relation, c'est un élément extrêmement complexe. Parfois, je pense quelque chose de l'autre ou dans la relation. Pour autant, qu'est-ce qui fait que je crois ce que je crois? Et si je suis dans cette posture de qu'est-ce qui fait que je crois ce que je crois, je vais avancer vers la maturité de la relation. Dans les relations à maturité, il y a également le partage des responsabilités. Dans une équipe, on est chacun responsable de ce qu'on injecte dans l'ambiance relationnelle. Pas que le manager. Autre élément essentiel, le leadership flexible qui va être comment on partage le pouvoir, on partage les prises de parole, comment les différentes voix peuvent être entendues. Là, moi, j'ai un terme qui est assez explicite pour ça, c'est comment installer dans une équipe la démocratie profonde, dans laquelle, ouais, je te vois sourire, Serge, la démocratie profonde, c'est un état particulier de relationnel de l'équipe dans lequel chacune des voix de l'équipe peut être entendue, y compris les voix silencieuses. Je pense que vous avez tous des exemples dans votre vécu d'équipes où il y a des gens qui ne parlent pas ou pas beaucoup. Pour autant, ce sont des voix extrêmement précieuses également pour l'équipe, puisque ce sont souvent des personnes qui observent énormément,
qui compilent les informations et qui ont des choses à amener à l'équipe. Absolument. Donc, comment est-ce que l'on fait en tant que membre de l'équipe, manager de l'équipe, coach faisant travailler l'équipe pour que toutes ces voix puissent être entendues et prises en compte lorsqu'il y a une décision pour l'équipe, par exemple. Je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la question des relations à maturité, il y a également l'alignement des pouvoirs et des responsabilités. Vaste question. Vaste question. Vaste écueil aussi dans tous les systèmes relationnels. Voilà. Et ça, c'est lié aussi à la clarté des rôles. Si les rôles sont bien définis, les responsabilités liées au rôle peuvent l'être aussi, et les pouvoirs, dans le sens pouvoir de décision, pouvoir d'action, sont également alignés. Et puis, un des éléments des relations à haute maturité, c'est également comment le conflit est pris en compte, sachant que fondamentalement, les conflits ou les signaux précurseurs de conflits, ce sont des signaux que le système a besoin d'une évolution. Ce sont des émergences, des petits trucs qui commencent à sortir, qui montrent que le système a besoin d'une évolution, a besoin de réfléchir sur un sujet. Hein, voilà. Donc, c'est un signal, si on est capable de le percevoir, c'est un signal intelligent dont on peut faire quelque chose de fructueux pour l'équipe. J'ai une question, Agnès. Je vois que tous les points du graphique en face, j'ai l'impression, enfin c'est mon côté peut-être ingénieur, on a à peu près le même pourcentage, on dirait. Les cadrans sont identiques. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est toujours c'est systématiquement les mêmes pourcentages, les mêmes ratios, ou ça peut varier d'une personne à une autre, d'une organisation à une autre? Est-ce que dans tous ces points évoqués... Oui, merci pour cette question. Ces pourcentages, en fait, ils sont variables par essence pour une équipe par rapport à une autre et au sein d'une même équipe d'un moment à l'autre ou d'une phase à l'autre ou d'une situation à l'autre. Hein? D'accord. Donc ça, c'est une représentation tout à fait artificielle avec des pourcentages équivalents. La réalité, c'est qu'en fait, il aurait fallu un GIF voilà, avec des variations de pourcentage. Et pour compléter ma réponse, il y a aussi tous ces morceaux de graphique sont interconnectés. C'est-à-dire que lorsque on travaille sur rendre les processus plus efficaces et plus clairs, effective processes, on travaille aussi sur la clarification des rôles de fait. On va travailler aussi sur la question de la communication, qu'est-ce qui se passe dans les interfaces d'un rôle à l'autre, etc., etc. Donc, dès qu'on bouge quelque chose sur le graphique, ça fait bouger des éléments, d'autres éléments. Tout est lié, tout est interconnecté. Donc, c'est la magie et la complexité des systèmes. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions qui viennent de tomber. J'ai affiché la première question de Jean-Alain et je vous en remercie. Quid du plaisir personnel, groupe partagé? Est-ce que du plaisir au désir de changer? Alors, il y a 5 questions en une, là. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais c'est surtout, je pense, moi, je retiens le mot plaisir et le plaisir de changer, en fait. Est-ce que le plaisir, c'est le désir de changer? Est-ce que le changement, on parle beaucoup de changement, mais tout le monde a peur du changement. Beaucoup de personnes, ils ne savent pas ce que c'est, on va vers l'inconnu. Mais est-ce que c'est un plaisir? C'est un désir? C'est assez... Bon, Serge, vas-y doucement sur tes questions, parce que là, je vois que mon cerveau est en train de partir dans tous les sens.
mais Voilà. je n'ai On qu'une va bouche essayer pour d'être le répondre. plus efficace possible pour que tu sois un peu focalisé et on essaie de répondre au maximum de questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Ouais. chat. Alors, l'appétence au changement, il y a déjà une réalité du cerveau. Le cerveau est une machine à prédire. Donc, en première intention, le cerveau n'aime pas trop le changement. Le premier, peut-être certains d'entre vous ont lu ou ont entendu parler du bouquin Système 1, Système 2. Système 1, c'est vraiment le premier processus qui se met en route et qui est hyper utile parce que c'est extrêmement rapide, extrêmement économe et efficace dans les situations simples. Je vois quelque chose, immédiatement, mon cerveau me dit ce que j'en pense. C'est ce qu'on peut nommer le jugement aussi. Donc, dans les situations simples, c'est hyper utile. Dans tous les domaines dont nous sommes experts, quels qu'ils soient, on intègre plein de choses par l'apprentissage, l'expérience, de façon à ce que la réponse c'est bien, c'est mal, c'est oui, c'est non, j'y vais pas, arrive aussi rapidement que possible. Donc le cerveau est ainsi configuré. Pour autant, ça ne fonctionne pas dans les situations complexes. Donc le signal qu'on est en train de traiter en mode automatique une situation complexe, c'est le signal du stress. Et là, c'est une invitation à basculer sur l'autre mode, qui est le mode adaptatif et qui va nous permettre d'être innovateurs, de voir la situation avec de la hauteur et d'aborder une situation nouvelle qu'on n'a jamais vue de façon identique auparavant. Donc ça, c'est pour le petit éclairage neurosciences. Pour la question du plaisir face au changement, ben ça, c'est une question fondamentale qui va grandement aider une équipe à se transformer petit à petit en un système. Typiquement, la question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre ensemble? Il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels vous n'avez pas la main et il y a beaucoup de paramètres sur lesquels vous pouvez choisir comment vous avez envie de vivre cette expérience. Et mettre une équipe en situation de se poser la question permet de collecter des informations et que l'équipe se rende compte de comment elle fonctionne, de clarifier vers quoi elle a envie d'aller et comment elle a envie d'y aller. Donc ça peut être avec du plaisir, ça peut être avec du sérieux, ça peut être avec de la déconnade, mais ça dépend de l'équipe. Et c'est en lui posant la question et en se reposant la question régulièrement qu'on a des réponses et qu'on a une recette particulière de cette équipe-là. D'accord. Ça clarifie, Serge, est-ce que ça clarifie tous les points de la question ou à peu près? Moi, ça me clarifie bien. J'espère que ça clarifie aussi pour les personnes que Jean-Alain a posées. Et je pense que l'ensemble, vous pouvez échanger dans le chat et poser vos questions. Hein. Donc, si jamais il y a d'autres éléments que vous voulez rajouter ou que vous voulez que Agnès rajoute. Moi, j'avais la même. C'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai affiché la question de Mustapha, le respect là-dedans. Voilà, le respect des individus dans l'équipe, dans le système, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est des individus dans l'équipe ou est-ce que c'est de l'individualisme qui compose l'équipe? Alors, voilà. Il y a beaucoup de choses là-dedans, je pense que c'est. Et surtout aujourd'hui. Ouais. Donc, alors, déjà, si effectivement, quand vous interrogez l'équipe qui commence à avoir des manifestations d'avoir envie de se transformer vers un système, même si ce n'est pas forcément encore tout à fait conscient et effectif, et qu'une des personnes de l'équipe dit moi, ce qui est important pour moi, c'est le respect. Ok, mais ça veut dire quoi le respect? Je suis sûre que tous autant que nous sommes là réunis ce soir, nous avons une définition personnelle de ce que c'est que le respect. Alors, on peut aborder la définition par qu'est-ce que c'est que le respect pour moi. On peut aussi aborder la question par qu'est-ce qui fait que je me sens respectée
Ou qu'est-ce qui fait que cette limite-là est franchie? Et probablement qu'entre toi et moi, simplement, et nous sommes juste deux individus Absolument. différents, notre définition du respect n'est pas la même et nos frontières par rapport à je suis dans un espace de respect ou je sors de cet espace de respect ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc là, on commence à aborder la subtilité et il n'y a pas de bonne réponse, évidemment. Pour autant, la transformation d'une équipe vers un système, c'est justement d'aller sur ces sujets-là et d'aller explorer ensemble ces points-là. Le respect, c'est un des éléments qui est cité dans les questions. Il y en a plein d'autres. Tout ce qu'on va mettre dans le package des valeurs. Le respect, la confiance. Tout à l'heure, on a parlé d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, pour moi, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que pour la personne avec laquelle je suis en train de discuter. Absolument. Et ça, on le saura en ouvrant la discussion. Et plus l'équipe est grande, plus les interactions sont importantes et plus ça devient complexe, compliqué. Voilà, tout à fait. Ce que j'observe en passant par ce travail d'élaboration de l'équipe autour de ce qu'elle souhaite vivre pour elle-même, pour certaines équipes, il y a assez peu d'ingrédients qui sont nommés. Et puis, pour d'autres équipes, une foison d'ingrédients. Donc là, la question suivante vers laquelle je les oriente, c'est OK, si vous voulez maintenir toute cette foison, idéalement en permanence, entre vous, dans vos relations au quotidien, comment vous faites? Donc ça, souvent, ça permet de faire un focus sur quelques éléments, parce que ce sont les éléments prioritaires. Et puis, l'équipe évolue, et ça fait partie de la réalité des systèmes. Un système, c'est un élément qui est vivant, un peu comme un jardin. Il y a des saisons. Il y a un jardinier qui vient éventuellement faire des interventions, enlever des éléments morts, rajouter des éléments vivants. Les plantes entre elles sont en symbiose. Il y a du soleil, de l'eau. Voilà, donc tout ça, ça fait que le jardin se transforme. Une équipe, c'est pareil. Un système, c'est pareil. Donc, s'il y a un moment, le système dit ce qui est important pour nous maintenant dans notre vie d'équipe, c'est d'avoir du respect. Quelques semaines, un mois après, on peut re-questionner. Au fait, vous en êtes où? Cette chose-là commence à évoluer pour vous. Et peut-être que c'est plus du tout le sujet. Je retiens une notion, c'est la notion du système qui vit. De la vie du système, composé de tout ça, et c'est quelque chose qui moi, m'interpelle, en fait, avec les différentes saisons. J'aurais pu dire les différentes humeurs. Bien sûr. Donc voilà, mais il y a il y a une question de Damien la notion de confiance. La notion de confiance dans le système, dans tout ça. Si on n'a pas confiance en soi-même, est-ce qu'on peut faire confiance aux autres? Il y a cette confiance mutuelle. Enfin voilà, ça va chercher assez loin. Donc je lis la question: est-il possible qu'une personne fasse confiance dans les autres membres de l'équipe si elle doute d'elle-même et si elle n'a pas confiance en soi? Est-ce que c'est un prérequis? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Voilà. Pour moi, la question de la relation, elle est multiple systématiquement. C'est-à-dire que quand je parle de la performance par la relation, il y a la relation à soi, donc comme si on avait une boucle qui est rentrée à l'intérieur de soi. Donc là, sur la question de la confiance en soi, effectivement, sur une situation donnée, par exemple, je décroche une nouvelle mission, le client me fait confiance, puisqu'il me la confie. OK, moi, je suis où par rapport à cette mission? Quel est mon niveau de confiance interne? D'être à la hauteur,
d'apporter des choses qui vont avoir vraiment de la valeur pour le client, etc., etc. Et ces deux éléments sont interconnectés. Alors, je vais un peu plus loin. Il y a la notion de valeur. Il y a aussi la notion de mission ou d'objectif derrière. Oui. Mmh. Quelquefois, il faut, alors je ne sais pas s'il faut bypasser les valeurs ou passer outre certains éléments de comportement, mais est-ce que dans une équipe, quand un manager de transition arrive dans une équipe et qui s'aperçoit tout de suite du degré de confiance ou du degré Du déficit de confiance, peut-être? déficit ou de la volonté ou voilà, Mmh. comment s'intégrer dedans, comment se dire voilà, il faut que j'ai l'objectif de transformer, de changer, de faire modifier, d'atteindre, de respecter les enjeux et d'atteindre l'objectif. Comment faire ce respect en même temps d'avoir une confiance en soi et de donner confiance aux autres. Mmh. Là, je pense qu'on aborde un élément qui est assez fondamental, c'est-à-dire que ce que je crois présent en moi, donc par exemple la confiance, ça pourrait s'appliquer à d'autres valeurs, et que j'y crois profondément, authentiquement, hein, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment quelque chose auquel je suis vraiment connectée, et de façon juste, parce que évidemment on a tous nos limites. Je vais utiliser le terme, c'est vraiment quelque chose que j'incarne. D'accord. Et si j'incarne ça, malgré moi, ça diffuse. Est-ce que Ça, moi, c'est quelque chose que j'observe régulièrement. Là, je vais prendre sur la question de l'évolution des équipes. Il y a un moment absolument clé dans cette transformation d'une équipe vers un système, alors qui se passe plus ou moins tôt dans un travail avec une équipe, qui est un moment où, à la fois pour l'équipe et pour moi, et où la personne avec qui j'accompagne l'équipe, puisque je suis souvent en binôme dès lors que l'équipe est un peu conséquente, il y a un moment où c'est le flou, c'est le brouillard, on ne sait plus ce qui se passe, c'est pas confortable, il y a une espèce, vraiment l'ambiance brouillard. Et je sais, de par ma formation, de par mon expérience, etc., que ce moment-là, quand il advient, c'est le moment vraiment de la transformation de l'équipe avant, qui se transforme et qui repart après, mais vraiment différente. Et tous. Et à ce moment-là, et là je parle vraiment de mon expérience personnelle, à ce moment-là, si je suis capable de me dire « Ah, ça y est, on est à cet endroit-là », je sais, parce qu'il y a plein de modèles qui décrivent ça, et c'est mon expertise, que c'est le moment de la bascule vers la suite pour l'équipe. Je me connecte à la confiance que j'ai que l'équipe est en train d'évoluer, vraiment profondément, dans l'inconfort certes, mais en train d'évoluer, vers ce qui va être bon pour elle. À cet instant-là, il se passe quelque chose pour l'équipe. Et c'est encore plus fort quand on est deux animateurs, deux co-leaders d'une équipe. D'accord. Donc c'est vraiment, là, pour éclairer cette question de la confiance, c'est vraiment se connecter à soi qui permet aussi d'être connecté aux autres. Et ça va dans les deux sens. Et ça se traduit encore aujourd'hui. C'est en permanence. C'est ça. Mais quand tu dis la transformation de l'équipe, c'est tout le monde. Il n'y a pas un ou une personne qui sort du lot. Si, bien sûr. Et en même D'accord. temps, c'est sa liberté, sinon ce serait un peu sectaire. Non, mais Alors, dans les modèles de transformation de l'équipe, il y en a un que j'aime bien, qui est sur 3 typologies dans une équipe.
Les early leapers, donc ceux qui embarquent dans le changement rapidement. Donc c'est aussi lié à des traits de personnalité, à des expériences, etc. Les gens, un truc nouveau que je connais pas, youhou, on y va. Donc eux, ils embarquent dans le changement et ils font partie des précurseurs et des leaders du changement assez facilement. Et on a besoin d'eux pour un changement. Deuxième profil, les bridge builders. Donc eux, ils vont faire le pont entre ceux qui changent vite et ceux qui sont plutôt résistants. Et ils basculent sur un pied, sur l'autre. Avant, on faisait comment? Après, on va faire comment? Et ils font cette espèce de lien et de pont entre le avant-après. Évidemment, ils sont aussi utiles au système. Puis on a les derniers, les tradition holders. Donc eux, c'était mieux avant, on a toujours fait comme ça, et c'est bien de rester comme on faisait avant. Ils ne sont pas nombreux. Je parlais de démocratie profonde tout à l'heure. Bah là, ce sont 3 voies différentes. C'est important pour que le changement advienne, que toutes ces voix soient entendues et que toutes ces personnes puissent apporter leur pierre au nouvel édifice. Chacun apporte quelque chose, en fait, dans le processus de changement, quelque chose de différent. Et donc, focaliser sur les uns ou sur les autres, ce serait perdre la richesse de toute cette variété. Et ce qui permet à une équipe de devenir un système hautement performant, c'est sa capacité de percevoir ces différentes voix, de les entendre, de les accueillir telles qu'elles sont, et de travailler avec, plutôt que de travailler contre. Et d'être conscient qu'il y a tout ça dans le système. D'accord. Impressionnant. J'ai une question de Stéphane. Stéphane Autin, qui est un de nos directeurs, qui est au sein du cabinet Valumen, qui a une question. Une équipe performante n'est-elle pas avant tout une question de sens partagé, sens s'appuyant lui-même sur des objectifs partagés et des relations de dépendance entre les acteurs du système? Waouh, merci Stéphane pour cette question. C'est très bien dit. Alors, je pense qu'on revient au diagramme là avec les petits morceaux. Effectivement, le common purpose, c'est un élément essentiel. Et il peut être extrêmement varié. Mais effectivement, clarifier le pourquoi nous sommes ensemble, et il y a la dimension commune et partagée, et puis après, il y a aussi la dimension individuelle. Qu'est-ce que moi, je viens chercher? Et qu'est-ce qui me nourrit dans ce système, dans cette expérience professionnelle, dans cette phase de ma vie, etc. Oui, c'est le sens absolument. J'ai une question qui vient d'arriver de Sylvie. Abordes-tu le chapitre de l'utilité et des points de vigilance du coaching, d'équipe et de dirigeants? Je vais afficher la question. Merci Sylvie. Ouais, on y va? Ouais, allez, vas-y. On prend d'autres questions après. Oui, parce qu'effectivement, dans les... Ah bah oui, en fait, on n'a pas de diapo, c'est pour ça, très bien. Excuse-moi, j'ai zappé. Non, c'est juste, j'ai affiché la question. Merci Sylvie pour la question. Il y a 2 points. Il y a effectivement les points de vigilance. Alors, plus d'infos détaillées, etc. sur mon site web, anne-dante.fr, parce que je publie régulièrement sur le sujet. Mon côté ingénieur en lien avec la qualité dans ma première vie professionnelle m'a marqué, donc je continue à transporter ça dans le coaching. Ce qui est très particulier dans cette profession, c'est que c'est une profession autorégulée. Oula. Ce qui est un atout et également un écueil. Pour réguler la profession, il existe des associations d'échelle plus ou moins mondiale. Moi, j'ai choisi d'être dans ICF, International Coach Federation, qui est l'association internationale la plus large. C'est grosso modo 30 000 coachs de par le monde et à peu près 800 en France.
Donc, cette association, son boulot, c'est que des bénévoles, bon, sauf les tâches de secrétariat qui, elles, sont salariées, mais ce sont des bénévoles professionnels. Donc, j'en fais partie aussi et je mène un certain nombre d'actions et qui tirent la profession vers le haut au niveau de la qualité, notamment avec un processus de certification externe. Alors, une certification externe, c'est quoi? C'est un moment où, en tant que professionnel, vous devez prouver que votre pratique est conforme à un référentiel. Et c'est quelqu'un d'extérieur qui ne vous connaît pas, qui va venir observer, donc, par exemple à travers des enregistrements de séances, que votre travail est conforme à ce qui est attendu en termes de standard de qualité. Donc pour les coachs, le standard de qualité, c'est un référentiel de compétences, donc 8 compétences. Ils sont sur mon site et on les trouve sur Internet facilement. Et ça permet d'avoir un regard, c'est doublement intéressant. En tant que coach, ça permet d'avoir un regard extérieur et donc de vérifier par rapport à la compétence 5, j'en suis où? Est-ce que je suis au rendez-vous ou est-ce que j'ai besoin de continuer à travailler et de développer cette compétence? Et pour les personnes qui achètent du coaching, ça permet d'avoir un certificat qui est global, avec un renouvellement tous les 3 ans. Donc, si la personne est capable de vous produire son certificat, c'est bon signe. Sinon, c'est un point de vigilance où il faut avoir les capacités d'aller creuser plus loin. Ça permet vraiment d'avoir un filtre. Est-ce que la personne est certifiée ou non? Et une grande majorité des coachs ou des personnes qui s'annoncent coach sur LinkedIn ne le sont pas. Ça, c'est la réalité. Et ensuite, si la personne est certifiée, quel est son niveau de certificat? Donc, chez ICF, il y a 3 certificats, ACC, PCC, MCC, qui correspondent à l'ancienneté dans le métier, avec des critères de nombre d'heures de formation, de nombre d'heures de coaching, de nombre de clients, par exemple. Chez EMCC, il y a 4 niveaux. Ce n'est pas tout à fait le même référentiel, mais l'idée est vraiment la même. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la réponse un peu technique. Voilà. Encore une fois, je suis à votre disposition pour clarifier s'il y a des choses à clarifier, évidemment. Et puis, il y a des choses à lire avec des graphiques expliquant tout ça sur mon site web. Autre élément qui me paraît extrêmement important, c'est de questionner sur quel champ d'action la personne avec laquelle éventuellement vous travailleriez est active. Quelle est son ancienneté dans ce champ d'action? Et puis éventuellement, si vous voulez en savoir plus, quel est son type de formation? Parce qu'il existe un nombre de formations de coaching absolument colossal. Et même moi qui suis dans la profession, je suis loin de toutes les connaître. Autre élément, et là c'est en vous basant sur votre capacité à vous de sentir ce qui se passe dans la relation, c'est discuter avec le coach. Et il y a des coachs qui vous correspondent et d'autres pas du tout. Et c'est normal. La relation, c'est aussi, il y a une forme d'alchimie. Il peut y avoir aussi, dans le processus de sélection et d'achat d'une prestation de coaching, discuter avec les clients du coach. Moi, j'ai régulièrement des clients qui témoignent de ce qu'ils ont vécu avec moi auprès de prospects. Et ça permet d'avoir des éléments extrêmement intéressants. Voilà. Autre point de vigilance aussi, sur la question du budget, ça fait aussi partie des questions extrêmement importantes à se poser. Je dirais le budget, pour moi, il y a 3 ingrédients. Il y a l'impact que vous voulez avoir, que ce soit en coaching individuel ou en coaching d'équipe. Est-ce que vous voulez un impact sur du court terme, moyen terme, long terme? Sur les équipes, moi, généralement, je travaille sur un terme de 6 mois à peu près. Et puis, au bout de 6 mois, on fait une pause et on se reparle un petit peu plus tard pour voir s'il y a de nouveau besoin de travailler avec l'équipe. D'accord. Donc, niveau d'impact, la taille de l'équipe, parce que ça, tout simplement, ça dimensionne le nombre de coachs. Grosso modo, moi, ma ligne de coupure, elle est autour de 6-7 personnes, mais ça dépend aussi de la complexité du sujet.
Et puis, éventuellement, on peut utiliser des outils de diagnostic plutôt à visée individuelle ou plutôt à visée collective. Voilà. Donc tout ça, ça crée une enveloppe budgétaire. Merci beaucoup, Agnès. Voilà, Enfin, j'espère c'est que tu as très complet. répondu. J'espère que Sylvie, Agnès a répondu à votre question. Il nous reste 5 minutes. Je vais entamer par une dernière question avant de faire Moi, j'étais venue aussi avec des exemples de réalisation client, donc ça peut aussi, je ne sais pas si ça correspond à des questions, parce que moi, avant de connaître le coaching, j'avais aucune idée de à quoi ça servait, hein, juste. Oui, parce qu'on entend beaucoup parler il y a beaucoup de coachs, de coaching. Moi, je suis surtout connu dans le sport, dans le monde professionnel, oui, non. Ouais. Mais Ouais. voilà, et alors, c'est intéressant parce que le coach sportif, effectivement, a une aura dans le public. Et pour autant, dans le coach sportif, il y a déjà 2 types de coach. Alors, il y a celui qui est plutôt l'entraîneur, donc qui va vraiment entraîner la personne aux gestes techniques. Et puis, il y a la personne qui est plus sur la partie mentale, coach mental. Et là, ça se rapproche plus du coaching professionnel. Et puis, évidemment, il y a toutes les combinaisons entre les deux. Peut-être pour vous donner 2 exemples, un exemple d'équipe. Donc là, un exemple récent d'une équipe sur des projets avec les différentes équipes liées au système d'information dans une grosse entreprise du luxe française. Donc une équipe internationale, une 60aine de personnes, un management principalement en France, Europe et des opérationnels principalement en Inde. Donc avec ces 2 pôles culturels assez variés. Les résultats, alors la demande initiale, c'était on a mis notre process au carré. Donc ça, c'est un des points absolument essentiels. C'est-à-dire s'il n'y a pas de process, c'est normal que ce soit le bazar. Donc ça peut être une façon de commencer à faire évoluer l'équipe. Et en même temps, les managers qui disent en fait, on sent que les équipes n'en peuvent plus. Ils saturent en fait des process. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait ça? Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour les soutenir et pour continuer à avancer sur les choses qu'on voit, qu'on pourrait faire mieux, parce que ça revient sans arrêt, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Plus des enjeux un peu plus globaux de métiers en tension sur la question du recrutement. C'est-à-dire, dans l'IT en ce moment, il y a du boulot pour tout le monde. Donc si les gens ne sont pas bien dans une équipe, ils partent et ils trouvent du boulot. Ce n'est pas un sujet. Donc double peine pour l'entreprise, puisqu'elle perd une ressource et elle va avoir du mal à la fournir à nouveau. Donc là, après 6 mois de travail ensemble, 3 sessions avec les managers et 3 sessions avec l'équipe complète, pour vous donner un ordre de grandeur aussi du volume. Ce qui est ressorti, c'était la croissance énorme du sentiment d'appartenance et de la reconnaissance mutuelle, y compris à distance, parce que bien sûr, certains se voient et d'autres ne se voient jamais. Beaucoup plus de confiance, du coup de l'entraide dans les situations compliquées. Un développement de la capacité de prise de recul. Dès qu'il y a un coup de pression, plutôt que de plonger la tête dans le truc, d'abord on réfléchit et ensuite on passe à l'action. Une meilleure communication, notamment avec toutes les parties prenantes, pas que dans l'équipe. Et puis beaucoup plus d'autonomie. Et ça, c'est les managers qui étaient demandeurs de ça. Donc l'équipe s'est emparée d'un certain nombre de sujets, y compris des sujets de faire vivre les relations dans l'équipe, pas que des sujets métiers. Il nous reste 1 minute, Agnès. Excuse-moi, je t'interromps. Je suis désolé. Je sais que le sujet est passionnant. C'est ton rôle, timekeeper. Voilà. J'aime pas faire ça, mais bon, on a quand même un rôle. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de sujets depuis plus de 15 ans que tu fais ce métier et que tu accompagnes les entreprises, les individus, les personnes. Je pense que c'est important. Juste une petite aparté, hein. Excuse-moi Agnès, mais je pense qu'on pourrait continuer ce débat pendant longtemps. Enfin, débat, mais voilà, c'est des sujets tellement vastes, tellement intéressants, tellement avec
différents sujets, différentes opinions des personnes. Juste, voilà, je fais une petite aparté sur un sondage. Voilà, vous pouvez répondre au sondage. Donc, et puis, c'est juste, je voulais te remercier, Agnès, pour cet échange. C'est vrai que c'est pas très correct ce que je fais, mais on a quand même un C'est toi qui as le mauvais rôle de dire maintenant stop. voilà. Ben oui, ben, je te connais, on se connaît, on peut durer jusqu'à 22h, 23h, enfin jusqu'à Sans voilà. souci. Voilà. Et puis je Pour les remercie. participants aussi, ouais, est-ce que dans un nouveau chat bombing, peut-être pour clore, avec quoi vous repartez, tout simplement? Dans le chat, avec quoi vous repartez? Donc, En plus du sondage, on a des participants qui voilà. peuvent faire plein de choses à la fois. Donc, de belles réflexions. Donc, beaucoup d'idées, de la réflexion, des questions, le sourire. Donc, merci Thierry, merci à tous, à toutes et à tous. Donc, voilà, bon, on dépasse un petit peu. Bon, ça fait partie un peu de notre. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Agnès pour avoir animé et puis présenté un certain nombre d'éléments sur la performance des équipes par la relation et des leaders. Merci pour ta bienveillance, pour ton professionnalisme. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre l'actualité de Volumen et n'hésitez pas à suivre aussi l'actualité d'Agnès. Voilà, merci pour Très ce bonne duo, soirée. Serge, et À merci à vous. bientôt. Au revoir.